Émile Zola est un auteur et journaliste français très connu. Chef de file du naturalisme, qu'il a théorisé, il a été un acteur majeur de la fin du XIXe siècle. 13 janvier 1898, dans une période où la France est divisée et où l'antisémitisme éclate dans l'affaire Dreyfus, un homme se dresse, Émile Zola. Il publie dans le numéro 87 de l'Aurore son article « J'accuse » qui prend la forme d'une lettre et qui est adressé directement au président de la République de l'époque, Félix Faure. L'auteur a également écrit Thérèse Raquin, l'une de ses premières œuvres, alors qu'il n'est pas tout à fait l'écrivain naturaliste, grand auteur des 20 volumes des Rougon-Macquart. Enfin, quant à l'histoire de cette dernière, il s'agit d'une fresque qui s'étend sur 20 volumes et qui s'intitule précisément « L'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Rappelons tout de même que le Second Empire se déroule de 1852 à 1870 sous Napoléon III. Revenons-en à notre fresque des Rougon-Macquart. L'œuvre que je vais vous lire aujourd'hui s'appelle « Une page d'amour » et est le 8e volume dans cette grande fresque. Place à la lecture. Une page d'amour. Émile Zola. La veilleuse, dans un cornet bleuâtre, brûlait sur la cheminée, derrière un livre dont l'ombre noyait toute une moitié de la chambre. C'était une calme lueur qui coupait le guéridon et la chaise longue, baignait les gros plis des rideaux de velours, azurait la glace de l'armoire de palissandre placée entre les deux fenêtres. L'harmonie bourgeoise de la pièce, ce bleu des tentures, des meubles et du tapis, prenait à cette heure nocturne une douceur vague de nuée. Et en face des fenêtres, du côté de l'ombre, le lit, également tendu de velours, faisait une masse noire, éclairée seulement de la pâleur des draps. Hélène, les mains croisées dans sa tranquille attitude de mère et de veuve, avait un léger souffle. Au milieu du silence, la pendule sonna 1 heure. Les bruits du quartier étaient morts. Sur ces hauteurs du Trocadéro, Paris envoyait seul son lointain ronflement. Le petit souffle d'Hélène était si doux qu'il ne soulevait pas la ligne chaste de sa gorge. Elle sommeillait d'un beau sommeil, paisible et fort, avec son profil correct et ses cheveux châtains puissamment noués, la tête penchée comme si elle se fût assoupie en écoutant. Au fond de la pièce, la porte d'un cabinet grande ouverte trouait le mur d'un carré de ténèbres. Mais pas un bruit ne montait. La demie sonna. Le balancier avait un battement affaibli dans cette force du sommeil qui anéantissait la chambre entière. La veilleuse dormait. Les meubles dormaient. Sur le guéridon, près d'une lampe éteinte, un ouvrage de femme dormait. Hélène, endormie, gardait son air grave et bon. Quand 2 heures sonnèrent, cette paix fut troublée, un soupir sortit des ténèbres du cabinet. Puis il y eut un froissement de linge et le silence recommença. Maintenant, une haleine oppressée s'entendait. Hélène n'avait pas bougé. Mais brusquement, elle se souleva. Un balbutiement confus d'enfant qui s'ouvre venait de la réveiller. Elle portait les mains à ses tempes, encore ensommeillée, lorsqu'un cri sourd la fit sursauter sur le tapis. « Jeanne ! Jeanne, qu'as-tu ? Réponds-moi » demanda-t-elle. Et comme l'enfant se taisait, elle murmura tout en courant prendre la veilleuse. « Mon Dieu, elle n'était pas bien, je n'aurais pas dû me coucher !» Elle entra vivement dans la pièce voisine, où un lourd silence s'était fait. Mais la veilleuse, noyée d'huile, avait une tremblante clarté qui envoyait seulement au plafond une tache ronde. Hélène, penchée sur le lit de fer, ne put rien distinguer d'abord. Puis, dans la lueur bleuâtre, au milieu des draps rejetés, elle aperçut Jeanne, raidie, la tête renversée, les muscles du cou rigides et durs.
Une contraction défigurait le pauvre et adorable visage. Les yeux étaient ouverts, fixés sur la flèche des rideaux. « Mon Dieu !» cria-t-elle. « Mon Dieu, elle se meurt !» Et posant la veilleuse, elle tâta sa fille de ses mains tremblantes. Elle ne put trouver le pouls. Le cœur semblait s'arrêter. Les petits bras, les petites jambes se tendaient violemment. Alors elle devint folle, s'épouvantant, bégayant. « Mon enfant se meurt ! Au secours! Mon enfant! Mon enfant !» Elle revint dans la chambre, tournant et se cognant sans savoir où elle allait. Puis elle rentra dans le cabinet et se jeta de nouveau devant le lit, appelant toujours au secours. Elle avait pris Jeanne entre ses bras, elle lui baisait les cheveux, promené les mains sur son corps en la suppliant de répondre. Un mot, un seul mot, où avait-elle mal? Désirait-elle un peu de la potion de l'autre jour? Peut-être l'air l'aurait-il ranimée? Et elle s'entêtait à vouloir l'entendre parler. « Dis-moi, Jeanne, oh, dis-moi, je t'en prie !» Mon Dieu, et ne savoir que faire, comme ça, brusquement, dans la nuit. Pas même de lumière, ses idées se brouillaient. Elle continuait de causer à sa fille, l'interrogeant et répondant pour elle. C'était dans son estomac que ça la tenait. Non, dans la gorge, ça ne servait rien. Il fallait du calme, et elle faisait un effort pour avoir elle-même toute sa tête. Mais la sensation de sa fille raide entre ses bras lui soulevait les entrailles. Elle la regardait convulsée et sans souffle. Elle tâchait de raisonner, de résister au besoin de crier tout à coup. Malgré elle, elle cria. Elle traversa la salle à manger et la cuisine, appelant « Rosalie! Rosalie, vite! Un médecin! Mon enfant se meurt !» La bonne, qui couchait dans une petite pièce derrière la cuisine, poussa des exclamations. Hélène était revenue en courant. Elle piétinait en chemise, sans paraître sentir le froid de cette glaciale nuit de février. Cette bonne laisserait donc mourir son enfant? Une minute s'était à peine écoulée. Elle retourna dans la cuisine, rentra dans la chambre, et rudement, à tâtons, elle passa une jupe, jeta un châle sur ses épaules. Elle renversait les meubles, emplissait de la violence de son désespoir cette chambre où dormait une paix si recueillie. Puis chaussée de pantoufles, laissant les portes ouvertes, elle descendit elle-même les 3 étages avec cette idée qu'elle seule ramènerait un médecin. C'étaient les 3 premières pages d'une page d'amour d'Émile Zola.